Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me souviens encore de cette consultation où j'ai dû expliquer à un patient que ses comprimés contre le rhume, qu'il pensait parfaitement inoffensifs, étaient en réalité responsables de sa tension artérielle qui avait grimpé à des niveaux alarmants. Son regard incrédule m'a fait réaliser à quel point nous sous-estimons l'impact de certains médicaments du quotidien sur notre pression artérielle. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans les coulisses de cette famille de médicaments qui, malgré leur utilité indéniable, peuvent saboter vos efforts de contrôle de la tension. Je vais partager avec vous les mécanismes précis qui transforment une simple pilule en véritable facteur de risque cardiovasculaire, les signaux d'alarme à surveiller absolument, et surtout des stratégies concrètes pour minimiser ces effets indésirables. Si vous suivez actuellement un traitement pour l'hypertension, ou si vous avez récemment noté des chiffres plus élevés que d'habitude lors de vos automesures, cette vidéo va vous aider à identifier les suspects cachés dans votre armoire à pharmacie. Gardez bien en tête qu'il ne s'agit absolument pas de diaboliser ces médicaments. Il s'agit plutôt de savoir quand et comment les utiliser en toute sécurité, et surtout de comprendre quelles alternatives existent. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter si nécessaire, et laissez-moi lever le rideau sur ces 7 acteurs parfois méconnus qui, dans l'ombre, peuvent faire monter votre pression artérielle sans que vous ne vous en rendiez compte. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti. 1. Les médicaments décongestionnants. Commençons par les décongestionnants, ces médicaments vers lesquels nous nous tournons spontanément dès que le nez se bouche et que la tête commence à résonner. Combien d'entre vous ont déjà avalé un comprimé à base de pseudoéphédrine ou utilisé un spray nasal contenant de la phényléphrine sans jamais se poser de questions sur les effets secondaires? Je l'ai fait moi-même pendant des années, jusqu'à ce que je découvre le revers de la médaille. Ces substances, qu'on appelle des sympathomimétiques, ne font pas les choses à moitié. Leur mécanisme d'action est simple mais redoutable, elles contractent les vaisseaux sanguins de la muqueuse nasale pour dégager les sinus et faciliter la respiration. Le problème, c'est qu'elles exercent exactement la même vasoconstriction sur l'ensemble de votre réseau artériel, pas seulement dans votre nez. J'ai en mémoire le cas frappant d'un jeune sportif qui présentait une hypertension légère, bien contrôlée par ses habitudes de vie. Il est venu me consulter en urgence pour des palpitations inquiétantes et des sueurs froides après avoir pris des comprimés contre le rhume 2 fois par jour pendant seulement 3 jours. Quand j'ai pris sa tension, j'ai découvert qu'elle était montée de 12/8 à 17/10 en moins de 48 heures. Une élévation aussi brutale en si peu de temps, c'est exactement ce qu'on redoute avec ces médicaments. Le danger est d'autant plus grand que ces produits sont souvent vendus sans prescription dans toutes les pharmacies et même dans certains supermarchés. Cette disponibilité banalise complètement leur utilisation et nous fait oublier qu'il reste des médicaments actifs avec de véritables effets secondaires. Si vous êtes hypertendu ou avez des antécédents cardiovasculaires, discutez toujours avec votre pharmacien avant d'envisager un décongestionnant. Privilégiez d'abord les solutions naturelles, lavage du nez à l'eau salée, inhalation de vapeur, ou vaporisateur salin qui soulagent efficacement la congestion sans compromettre votre tension artérielle. Et si vous ne pouvez vraiment pas vous passer d'un vasoconstricteur, respectez scrupuleusement quelques règles d'or, utilisez la posologie la plus basse possible, limitez la durée au strict minimum, et surtout, mesurez votre tension 2 fois par jour pendant toute la durée du traitement pour détecter la moindre dérive. 2. Les corticostéroïdes. Passons maintenant aux corticostéroïdes, ces médicaments qu'on pourrait qualifier de couteau suisse de la médecine. Ils apaisent l'inflammation, domptent les allergies les plus sévères, calment les crises d'asthme et sauvent littéralement des vies lors des poussées de maladies auto-immunes. Prednisolone, méthylprednisolone, cortisone, ces noms vous disent peut-être quelque chose si vous avez déjà souffert d'une allergie sévère ou d'une maladie inflammatoire. Pourtant, derrière cette efficacité remarquable se cache une capacité sournoise à faire grimper votre tension artérielle. Je me souviens particulièrement d'une patiente atteinte de polyarthrite rhumatoïde qui se réjouissait de retrouver enfin la mobilité de ses doigts après 6 semaines de traitement par corticoïdes. Elle était ravie de pouvoir à nouveau tenir sa tasse de café ou boutonner sa chemise sans douleur. Mais en parallèle, elle se plaignait de maux de tête lancinants qui ne passaient avec aucun antalgique habituel.
Quand j'ai mesuré sa tension, le tensiomètre affichait une moyenne inquiétante de 18/11. Cette élévation n'était pas un hasard, elle était directement liée à son traitement corticoïde. Pourquoi les corticoïdes font-ils grimper la tension ? Le mécanisme est multiple et complexe. D'abord, ils favorisent la rétention de sodium et d'eau par les reins, ce qui augmente mécaniquement le volume sanguin et donc la pression dans les artères. Ensuite, il augmente la sensibilité de vos vaisseaux aux catécholamines, ces hormones du stress qui contractent les artères. Enfin, ils altèrent la fonction endothéliale, cette couche interne des vaisseaux qui régule normalement leur dilatation. Plus le traitement se prolonge, plus le risque augmente de façon exponentielle. Mais attention, même de courtes cures à forte dose peuvent déclencher une véritable crise hypertensive chez certaines personnes prédisposées. C'est pourquoi, chaque fois que je prescris un corticoïde, j'instaure immédiatement un plan de surveillance rigoureux. Contrôle de la tension artérielle au minimum 2 fois par semaine, réduction drastique de l'apport en sel dans l'alimentation, supplémentation éventuelle en potassium pour compenser les pertes, et réévaluation systématique de la dose pour trouver le minimum efficace. Je conseille également d'explorer dès que possible les alternatives non stéroïdiennes. Les biothérapies ciblées, par exemple, offrent souvent une efficacité comparable avec un profil de sécurité cardiovasculaire bien meilleur, dès que l'équilibre coût-bénéfice le permet. 3. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ibuprofène, kétoprofène, diclofénac, naproxène, ces noms évoquent immédiatement le soulagement rapide des douleurs articulaires, des maux de dos ou des règles douloureuses. Ces anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'on appelle les INS, sont probablement parmi les médicaments les plus consommés au monde. Ils sont efficaces, accessibles, et donnent des résultats rapides sur la douleur et l'inflammation. Malheureusement, leur effet boomerang sur la tension artérielle est bien réel et souvent méconnu du grand public. Le mécanisme est fascinant d'un point de vue scientifique. Les INS inhibent une enzyme appelée cyclooxygénase, ce qui perturbe la synthèse des prostaglandines rénales. Or, ces prostaglandines sont précisément responsables de la vasodilatation et de l'excrétion du sodium par les reins. Résultat, votre rein retient plus d'eau et de sel, vos artères ont tendance à se contracter davantage, et votre tension grimpe progressivement. C'est un effet insidieux parce qu'il ne survient pas immédiatement, mais plutôt après plusieurs jours de traitement. J'ai vu de nombreux patients parfaitement stabilisés depuis des années sous antihypertenseurs voir leur pression repartir à la hausse dès le 3e ou 4e jour d'une cure d'ibuprofène pour un mal de dos. L'erreur classique consiste à considérer un INS comme totalement anodin simplement parce qu'il est vendu sans ordonnance. Or, même de faibles doses quotidiennes peuvent complètement saboter l'efficacité de votre traitement antihypertenseur, qu'il s'agisse d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion, d'un sartan ou d'un bêta-bloquant. Mon approche thérapeutique consiste d'abord à proposer le paracétamol pour toutes les douleurs modérées. Contrairement aux INS, le paracétamol n'a aucun effet sur la tension artérielle et reste très efficace sur la douleur pure. J'encourage également la kinésithérapie, l'ostéopathie, et l'application locale de gels anti-inflammatoires qui exposent beaucoup moins la circulation générale. Quand un INS oral reste indispensable, je le réserve à des cures les plus brèves possibles, sous surveillance tensionnelle étroite. Il m'arrive parfois d'ajuster temporairement le traitement antihypertenseur pendant la durée de l'anti-inflammatoire, mais je m'assure toujours que le patient comprend parfaitement la nécessité d'une surveillance régulière et d'une hydratation adéquate. 4. Les antidépresseurs tricycliques. À l'ère des antidépresseurs sérotoninergiques modernes, on a tendance à oublier les tricycliques comme l'amitriptyline, la nortriptyline ou la clomipramine. Pourtant, ces médicaments conservent une place importante dans le traitement de certaines neuropathies douloureuses, des migraines chroniques ou des dépressions résistantes aux traitements de première ligne. Leur principal problème sur le plan cardiovasculaire réside dans leur double mécanisme d'action. Une activité anticholinergique qui perturbe la régulation naturelle du système nerveux, et un effet sur la recapture des catécholamines qui peut stimuler excessivement le système sympathique et entraîner une vasoconstriction soutenue. Je me souviens d'un homme d'une 60aine d'années que j'avais adressé en consultation psychiatrique pour un trouble anxio-dépressif qui perturbait considérablement sa qualité de vie. Le psychiatre avait opté pour la clomipramine, un tricyclique particulièrement efficace dans ce type de situation. 3 semaines après le début du traitement, ce patient me téléphone, visiblement inquiet.
Son tensiomètre électronique, qu'il utilisait régulièrement depuis des années, affichait soudainement des chiffres qu'il n'avait plus vus depuis sa quarantaine. Sa tension était passée de 13/8 à 16/10, et ce de façon parfaitement reproductible. Après discussion avec le psychiatre, nous avons décidé de passer à un antidépresseur sérotoninergique beaucoup plus neutre sur le plan cardiovasculaire. En 2 semaines seulement, sa tension était revenue à ses valeurs habituelles, tout en conservant une efficacité antidépressive satisfaisante. Cette expérience illustre parfaitement l'importance de la surveillance cardiovasculaire sous tricyclique. Si vous prenez ce type de médicament, mesurez votre tension chaque semaine pendant les 3 premiers mois de traitement, puis au minimum 1 fois par mois par la suite. Si vous constatez une élévation persistante et significative, parlez-en immédiatement à votre médecin. Il existe souvent des alternatives thérapeutiques mieux tolérées sur le plan hémodynamique, ou des posologies plus faibles qui conservent l'efficacité antalgique ou antidépressive sans faire exploser votre tension artérielle. 5. Les contraceptifs oraux combinés. Depuis leur démocratisation dans les années 60, les pilules contraceptives estroprogestatives ont révolutionné la santé reproductive féminine et l'autonomie des femmes. Elles offrent une contraception efficace, souvent une amélioration de l'acné, et parfois une régulation des cycles menstruels difficiles. Cependant, ces mélanges hormonaux ne sont pas sans conséquences sur le système cardiovasculaire. Les estrogènes contenus dans ces pilules peuvent modifier la rigidité artérielle, augmenter la synthèse hépatique de rénine, et altérer le métabolisme du sodium au niveau rénal. J'ai accompagné une patiente trentenaire très sportive qui surveillait sa tension dans le cadre d'un programme d'entraînement intensif. Elle tenait un carnet de mesures très rigoureux et a découvert une hausse progressive mais constante de sa pression artérielle après 3 mois d'utilisation d'une nouvelle pilule combinée prescrite par sa gynécologue. Nous avons alors exploré ensemble différentes alternatives contraceptives, passage à une pilule microprogestative qui ne contient pas d'estrogène, pose d'un dispositif intra-utérin hormonal ou au cuivre, ou recours temporaire au préservatif le temps de normaliser sa tension. La pilule combinée n'est absolument pas interdite, mais certaines femmes présentent des facteurs de risque qui nécessitent une surveillance particulière. Si vous avez des antécédents familiaux d'hypertension artérielle, un surpoids, si vous fumez, ou si vous avez plus de 35 ans, la vigilance doit être renforcée. Je recommande dans ces cas une prise de tension au minimum tous les 3 mois, une consultation immédiate en cas de céphalées inhabituelles, de troubles visuels ou de sensations de mouche volante devant les yeux, et une réévaluation annuelle de la méthode contraceptive avec votre gynécologue. L'adoption d'un mode de vie sain devient alors cruciale. Activité physique régulière, alimentation pauvre en sel et riche en potassium, maintien d'un poids optimal, et bien sûr arrêt complet du tabac pour contrecarrer au maximum la hausse tensionnelle potentiellement induite par les estrogènes. 6. Les immunosuppresseurs comme la cyclosporine. La cyclosporine et son cousin le tacrolimus ont littéralement transformé la médecine de la transplantation et révolutionné la prise en charge de certaines maladies auto-immunes sévères. Ces médicaments permettent de sauver des vies en empêchant le rejet de greffe ou en contrôlant des maladies potentiellement mortelles. Pourtant, la grande majorité de mes patients greffés apprennent rapidement qu'un effet collatéral redoutable les attend, une élévation souvent importante de leur pression artérielle. Cette hypertension n'est pas anecdotique, elle peut survenir chez plus de 80% des patients traités. Le mécanisme est complexe et fait intervenir plusieurs systèmes. La cyclosporine provoque une vasoconstriction directe des artérioles rénales, diminue la filtration glomérulaire, et stimule le système rénine-angiotensine-aldostérone. Par ailleurs, elle favorise un déséquilibre du tonus vasculaire par augmentation du stress oxydatif et altération de la production d'oxyde nitrique. Chez un patient transplanté rénal, cette hypertension induite par la cyclosporine peut, à long terme, compromettre gravement la survie du greffon et annuler tous les bénéfices de la transplantation. C'est un véritable cercle vicieux qu'il faut briser rapidement. C'est pourquoi nous instaurons d'emblée un protocole de surveillance tensionnelle très strict, mesure quasi quotidienne le premier mois, puis au minimum hebdomadaire par la suite. Je travaille en étroite collaboration avec le néphrologue transplanteur pour ajuster en permanence la dose immunosuppressive et introduire si nécessaire un traitement antihypertenseur. Les inhibiteurs calciques sont souvent plus efficaces que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion dans ce contexte particulier, car ils agissent directement sur la vasoconstriction induite par la cyclosporine.
Le patient devient véritablement acteur de sa prise en charge, il apprend à réduire drastiquement sa consommation de sel, à repérer les signes d'alerte d'une crise hypertensive, et surtout à ne jamais modifier sa posologie d'immunosuppresseur sans avis médical. J'insiste toujours sur l'approche multifactorielle, gestion rigoureuse du poids, contrôle strict des lipides sanguins, activité physique adaptée aux capacités, car la cyclosporine n'agit jamais seule. Elle s'inscrit dans un paysage métabolique complexe qu'il faut harmoniser dans sa globalité. C'est les médicaments contre la migraine, les triptans. Terminons par les triptans, ces médicaments spécifiquement développés pour traiter les crises migraineuses. Quand la douleur migraineuse frappe avec sa violence caractéristique, la tentation de prendre un triptan est forte, et je la comprends parfaitement. Le sumatriptan, l'élétriptan, le zolmitriptan, ces agonistes des récepteurs sérotoninergiques sont souvent les seuls médicaments capables de couper une crise rapidement et efficacement. Leur mécanisme d'action repose précisément sur une vasoconstriction sélective des artères cérébrales dilatées pendant la crise migraineuse. C'est cette vasoconstriction qui explique leur efficacité remarquable, mais aussi leur effet potentiel sur la tension artérielle. Bien que cette action soit théoriquement sélective des vaisseaux cérébraux, elle n'épargne pas toujours complètement la circulation systémique. D'ailleurs, les notices de ces médicaments avertissent formellement les personnes souffrant d'hypertension artérielle sévère non contrôlée. J'ai suivi une jeune cadre dynamique, migraineuse chronique depuis l'adolescence, qui utilisait du sumatriptan plusieurs fois par mois pour gérer ses crises. Elle était très satisfaite de ce traitement qui lui permettait de maintenir une activité professionnelle normale. Cependant, lors d'un bilan de routine, j'ai découvert que sa tension avait progressivement augmenté, passant de 12/7 à 15/9 en 6 mois. Cette élévation coïncidait parfaitement avec l'intensification de sa consommation de triptan. Nous avons alors mis en place une stratégie thérapeutique globale, introduction d'un traitement préventif par bêta-bloquant à faible dose, réduction significative de la fréquence d'utilisation des triptans, et remplacement d'une partie des prises par des techniques de relaxation guidée et une supplémentation en magnésium. Le résultat a été remarquable, diminution du nombre de crises migraineuses, et normalisation progressive de sa tension artérielle en quelques mois. Mon conseil est simple, si vous utilisez un triptan plus de 8 à 10 fois par mois, il est urgent de discuter avec votre médecin d'un traitement préventif de fond. Les nouvelles thérapies, notamment les anticorps monoclonaux anti-CGRP, offrent des alternatives non vasoconstrictrices très prometteuses. Et bien sûr, si vous êtes utilisateur régulier de triptan, mesurez votre tension au minimum une fois par mois, car l'hypertension secondaire à ces médicaments évolue souvent de façon silencieuse et progressive. Conclusion. Voilà, nous arrivons au terme de cette exploration des médicaments qui peuvent faire grimper votre tension artérielle. J'espère vous avoir donné les clés pour reconnaître ces 7 classes thérapeutiques et comprendre leur mécanisme d'action sur votre système cardiovasculaire. Souvenez-vous de cette règle fondamentale, aucun médicament n'est intrinsèquement mauvais ou bon. Tout est toujours question de contexte clinique, de posologie, de durée de traitement, et surtout de qualité de la surveillance médicale. Si vous découvrez une élévation inexpliquée de vos chiffres tensionnels, ne paniquez surtout pas. Commencez par examiner méthodiquement votre trousse à pharmacie, relisez attentivement toutes vos ordonnances, et notez chaque supplément nutritionnel ou médicament en vente libre que vous pourriez prendre, même occasionnellement. Partagez ensuite toutes ces informations avec votre médecin traitant ou votre pharmacien. Ensemble, vous trouverez certainement des solutions adaptées, qu'il s'agisse d'ajuster une posologie, de changer de molécule, de renforcer votre hygiène de vie, ou d'introduire temporairement un traitement antihypertenseur complémentaire. L'hypertension artérielle est effectivement souvent silencieuse dans ses manifestations, mais elle n'est jamais inéluctable. En comprenant l'impact pharmacologique des médicaments que vous prenez et en restant attentif aux signaux que vous envoie votre corps, vous pouvez reprendre le contrôle de votre santé cardiovasculaire et protéger efficacement votre cœur, vos artères et vos reins. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui pourraient prendre l'un de ces traitements. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres plongées passionnantes dans les coulisses de la médecine moderne, et surtout, n'oubliez jamais cette vérité fondamentale, votre santé vous appartient, cultivez-la avec curiosité, vigilance et bienveillance envers vous-même. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes médicales.